L'alliance Nielsen IQ et Vision Group, plat cuisiné, la grande illusion nutritionnelle, les grands gagnants des parts de marché, bienvenue sur Sans filtre ajouté, le média qui décrypte l'actualité retail et agroalimentaire. Alors tout d'abord, pour cette semaine, on va se parler du retail physique et notamment, vous l'avez vu, vous n'êtes pas passé à côté de l'alliance entre Nielsen et Vision Group. Quand la data rencontre le carrelage, eh bien ça fait des étincelles et ça fait longtemps qu'on attend ça. Et donc Nielsen IQ et Vision Group se réunissent pour faire flamboyer le carrelage. Je vous explique tout ça. Bon, on va pas se mentir, entre le bordel qu'il y a en rayon, le turnover, le chiffre d'affaires fragilisé, les ruptures à répétition, ça ne va plus et il fallait mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière et c'est ce que Nielsen IQ et Vision Group vont faire avec leur alliance. Je vous explique tout ça. Alors, qui est-ce qu'on a sur le ring? D'un côté, on a Nielsen, mastodonte de la data, présent dans plus de 90 pays, billions de clients en termes de data. Donc le cerveau de l'opération Nielsen. Et puis on pourrait dire finalement les bras. Les bras, c'est Vision Group. Donc Vision Group, c'est le roi des magasins digitalisés, des étiquettes électroniques aux caméras en passant par les rayons. Bref, à eux deux, ils vont révolutionner le commerce physique et réussir à nous analyser bien mieux que notre miroir. Alors concrètement, on parle de quoi? Eh bien, on parle de fusionner les super pouvoirs de ces deux mastodontes de la data et de faire passer le magasin physique au niveau supérieur et c'est pas trop tôt, j'ai envie de vous dire. Alors, 3 trucs majeurs à retenir. Tout d'abord, l'assortiment et le merchandising. Ça va être terminé les têtes de gondole à la One Again. Là, on sera vraiment sur du ciblé, du pilotage extrêmement fin par rapport au point de vente. Les promos et les prix, alors il paraîtrait que fini effectivement de prier pour que la promotion tombe au bon moment. Là, la data dira quoi faire, quand et où. Et enfin, la supply chain, l'objectif, réduire les ruptures. Alors, les premiers servis vont être les États-Unis, l'Italie et la France. Tout d'abord, les plus gros marchés et ensuite le reste par la suite. Et ils vont évidemment étendre sur toute la zone IMIA. Donc ça va être extrêmement intéressant à suivre pour voir comment ce dispositif va s'adapter dans l'ensemble des pays. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Moi en tout cas, j'y vois une vraie bascule. Ça veut dire que pour les chefs de secteur qui visitent aujourd'hui les points de vente, eh bien, il va y avoir un ciblage extrêmement fin. On ne pourra plus faire du à peu près. Donc il va falloir que notre niveau d'expertise s'élève encore plus, davantage. Pour les Catman, fini les assortiments Excel qui rament. Les gars, il va falloir s'acclimater à cette nouvelle ère finalement qui démarre et transformer littéralement nos métiers. On en parlait comme si ça allait arriver dans quelques années. Ça y est, c'est maintenant. C'est pas 2040, c'est pas 2050, c'est aujourd'hui. Pour les chefs de produits, un retour consommateur quasi en temps réel. Et puis pour les directeurs de région, eh bien, des performances qui se lisent sans loupe. Alors maintenant, la balle, j'ai envie de dire, est dans votre camp, dans notre camp. Ça pose la question dans quelle mesure cette alliance va transformer le commerce physique. Est-ce qu'on se parle d'un joli PowerPoint et de jolies annonces ou est-ce que concrètement cette alliance va transformer le commerce physique? Qu'en pensez-vous? Je serais curieuse que vous m'évoquiez en commentaire de l'épisode, en note sur LinkedIn ou même en commentaire YouTube. Dites-moi ce que vous pensez de cette alliance. J'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus. Deuxième actualité de la semaine, les plats cuisinés, c'est un peu la grande illusion. Vous croyez acheter un hachis, en fait, vous achetez du bouillon. La CLCV balance tout sur les plats cuisinés et ça fout des frissons. Alors, moi je pensais qu'il y avait eu du travail, effectivement, sur les plats cuisinés. Que nini, effectivement, il y a eu un petit lifting. Mais paraîtrait-il en tout cas que les dessous restent pas jojo et c'est ce que nous révèle l'étude de la CLCV qui a ausculté 150 plats cuisinés alimentaires du commerce. Et résultat, on est encore loin de la qualité. Bon allez, on décrypte tout ça sans filtre. Alors on commence fort. Dans 17% des plats, l'ingrédient principal c'est de l'eau. Oui, de l'eau.
c'est un petit peu compliqué quand on sait que quand c'est pas le premier ingrédient, c'est le deuxième dans 15% des cas. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire du volume à moindre coût évidemment, et ça a un terme bien connu qui s'appelle le gonflage industriel. Voilà, et en plus, sauf que derrière tout ça, il y a souvent un cocktail d'épaississant, de fécule, de chapelure pour faire tenir le tout. Et ça s'appelle un peu finalement, excusez-moi du terme, mais de la cuisine de laboratoire, et il faut absolument qu'on mette le doigt dessus et qu'on regarde ça de près. Donc, les chiffres parlent, émanent de cette étude, donc 40% des plats ont du sucre ajouté ou du sirop planqué, un peu façon glucose. 48% contiennent au moins un additif, texture, conservateur, colorant, un peu de tout. Le sel, c'est le pompon, 4 grammes dans une portion. Le petit bonus, un tiers contiennent de la viande transformée. Moi, ça me pique les yeux, franchement. À l'ère du Nutri-Score, à l'ère de l'ultra transformation. Putain, mais les gars, regardez cette vidéo YouTube, dites-moi les chefs de produits là derrière votre écran, on peut faire mieux sur cette catégorie, je veux pas y croire. Déjà moi à l'époque quand j'étais étudiante il y a 10 ans, ça me rajeunit pas et vous voyez ma vieille mèche blanche pour ceux qui me regardent dans YouTube, je consommais pas les plats cuisinés parce que j'avais justement ces craintes-là. Je veux pas croire que 10 ans après, on en soit toujours au même stade. Bon, alors le point positif c'est que 87% des plats cuisinés affichent un Nutri-Score vs 37% en 2020. Donc ça avance petit à petit. Par contre, voilà, le nouvel algorithme qui rentre en vigueur, il va vraiment pas faire rire les mouettes. On a 66% des plats qui vont voir leur note baisser. Les A passent en B, les B en C, les C restent en C. Donc résultat final, l'étude révèle qu'on aurait 69% des plats qui seraient en C, 22% en B, 7% en D et 2% seulement en A. Maintenant, on peut pas le dire qu'on n'achète pas en conscience. Il y a quand même quelques efforts qui sont en cours et voilà, il faut les souligner, mais ils sont encore bien trop timides. Donc on a 13 plats sur les 60 qui ont été analysés, qui ont viré le sucre ajouté, des additifs qui ont diminué de 16% depuis 2021, les arômes moins 13%, c'est pas mal, mais ça reste encore du bricolage. Alors voilà, oui, il y a des avancées, mais la flotte comme premier ou deuxième ingrédient, c'est quand même compliqué à entendre. Moi, je suis curieuse d'avoir les retours de ceux qui travaillent sur ces catégories pour qu'ils m'en parlent plus finement parce qu'il y a forcément des choses qui m'échappent. Et ça pose la question de ces études qui dénoncent, qui décrivent justement certaines catégories. Est-ce que ça va faire avancer le débat ? Est-ce que les industriels vont vraiment améliorer leurs recettes dans un contexte inflationniste ou en tout cas dans un contexte de pouvoir d'achat très chahuté? Et côté enseigne, quand est-ce qu'on va pousser les bons produits à un bon prix évidemment, mais trouver en tout cas une équation qui soit adéquate pour tout le monde, le tripartite conso, industriel, enseigne. Pareil, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dernière actualité de la semaine, la P4 est tombée et les parts de marché nous révèlent certaines choses assez intéressantes que je vais vous décrypter tout de suite. Alors on pensait que le marché de la GMS allait se tasser ou pas, j'ai envie de dire, parce que visiblement le vrai sport de la saison n'est pas le foot, mais le rachat de magasins. Celle-là, je l'ai vraiment réfléchi. J'espère qu'elle vous plaît. Alors pour cette P4, Carrefour, Intermarché, Auchan gagnent des parts de marché. Mais est-ce que c'est du muscle ou un effet de parc bien maquillé ? Eh bien, on va décrypter ensemble les vrais gagnants de ce grand monopoly de la distrib. Alors, sur la P4, d'après les chiffres Nielsen, on nous dit que Intermarché gagne plus 1,2 points pour atteindre les 16,5% de part de marché. Carrefour y perd plus 1,1 point pour atteindre les 10,6 points de part de marché et Auchan plus 0,6 points pour atteindre les 8,6% de part de marché. Alors à l'échelle des groupes on est sur du lourd puisque Carrefour gagne 2 points et les mousquetaires gagnent 1,3 points. Mais alors pourquoi ces hausses ? Évidemment, effet de parc, t'achètes un magasin, tu gagnes de la part du gâteau. Alors grâce au rachat, effectivement, Carrefour, Inter, Auchan gagnent 13% de nouveaux clients. Les visites en magasin explosent, donc ça c'est une affaire rondement menée. Et puis lui, Casino, évidemment, recule. Mais là où ça coince, c'est le taux de fidélité. Et c'est un indicateur qui est quand même
très important. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de progression de fidélité, donc c'est alerte rouge puisqu'on a un consommateur beaucoup plus volatile. Pendant que les autres achètent, il y en a certains qui avancent à pas de fourmis mais qui consolident leur croissance. Évidemment, Leclerc, plus 0,3 points, toujours solide à 23,4% de part de marché, Système U, plus 0,2 points pour atteindre les 11,6%, et puis Lidl, plus 0,1 point, discret. Bon, on l'a vu, les parts de marché, elles flambent avec les rachats, mais la question, c'est pour combien de temps? Parce que l'effet de parc, qu'on se le dise, dans 12 mois, terminer la magie. Alors ça pose la question de est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à calculer justement ces parts de marché sans les effets de parc pour vraiment voir la santé d'une enseigne. Est-ce que ces rachats, c'est juste du maquillage pour rassurer des actionnaires ou alors vraiment c'est une stratégie de croissance? Vous en pensez quoi? Franchement, dites-le moi sans filtre parce que je trouve que c'est hyper intéressant ces rachats et ça montre une centralisation de la distribution. Mais à mon avis, certains peuvent se brûler les ailes avec cette stratégie et j'aimerais avoir votre retour. Donc dites-le moi en commentaire. Voilà, c'est terminé pour moi. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.